Salam, bonjour. Donc d'abord merci. Je suis très heureuse qu'on puisse faire enfin cet entretien. Donc les musulmans me connaissent, mais on va quand même te présenter pour les non-musulmans. Donc tu animes une librairie musulmane à Argenteuil, Al-Baïna, depuis un certain nombre d'années. Tu es aussi éditeur. Je crois que tu es à la tête de deux maisons d'édition, tu es aussi auteur et plus globalement tu es un des acteurs de la communauté musulmane qui s'implique aussi dans sa vie quotidienne. Or, tu n'es pas né musulman et avant de faire l'histoire de la et des librairies, je voulais revenir sur ton parcours qui ne correspond pas tellement aux clichés qu'on peut avoir sur les convertis, c'est-à-dire que tu n'es pas issu d'un quartier populaire, tu n'étais pas converti parce que tu étais issu de l'immigration et par imitation, tu n'es pas non plus dans le cliché islamophobe de la perte de sens qui affecte les Occidentaux qui devraient retrouver leur identité et qui se tournent plutôt vers une religion de conquête. Donc toi, tu viens d'une famille qui est chrétienne. Et donc voilà, je voulais que tu nous présentes un peu cette histoire qui a été la tienne au début des années 2000. Merci Nadia pour l'invitation. Alors je vais essayer de revenir un petit peu sur mon parcours. Donc moi je suis né dans une famille catholique. Donc quand j'ai grandi, au départ on habitait dans un presbytère, donc le presbytère d'une chapelle. C'est-à-dire que mes parents c'est eux qui s'occupaient de l'organisation et de la gestion de ce lieu de culte. Ma mère enseignait et enseigne toujours le catéchisme. Et mon père s'occupait et s'occupe toujours même de l'église donc, au quotidien. Donc j'ai eu une éducation religieuse dès mon plus jeune âge. Et lorsque j'étais petit, je lisais des bandes dessinées sur par exemple l'abbé Pierre ou sur des grandes figures du christianisme. Donc j'ai toujours eu, on va dire, un lien avec Dieu, avec la foi. Et même dans mon adolescence, je continuais de fréquenter l'église, d'y aller le dimanche. J'avais des lectures quotidiennes de la Bible avant de me coucher par exemple, ou bien le dimanche soir on avait des réunions de famille où on prenait un passage de la Bible qu'on discutait ensemble. Et j'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, ma profession de foi, j'ai été jusqu'à la confirmation. Et arrivé donc à l'âge de 18-19 ans, en lisant en fait, la Bible, j'ai commencé à me poser certaines questions parce que j'ai bloqué sur un passage donc, de l'évangile de Jean dans lequel il est dit « Ne soyez pas triste que je parte, parce qu'il faut que je parte pour qu'il vienne. Quand il viendra, il ne parlera pas en son nom, mais il dira ce qui lui a été révélé, et il s'appellera le Paraclète. » Et donc j'ai cherché à savoir qui est le Paraclète, jusqu'à découvrir par des recherches que le Paraclète était pour les musulmans l'annonce du dernier des prophètes Mohammed, qui viendrait pour justement compléter le message de Jésus, de Moïse, d'Abraham, etc. Donc ça m'a interpellé parce que c'était des choses que j'avais jamais entendues. J'avais entendu parler d'islam très vaguement, mais pour moi c'était... j'avais pas d'idée vraiment de ce qu'était l'islam, et donc j'imaginais pas qu'on puisse avoir dans la Bible un passage qui parlerait du prophète qui était pour moi le prophète des musulmans et qui n'avait pas de lien avec Jésus, Moïse, Abraham, etc. Et donc j'ai commencé à lire le Coran, et en lisant le Coran j'étais frappé de la similitude en fait entre la Bible et le Coran, mais surtout de découvrir le monothéisme pur qu'il y avait dans le Coran, et de découvrir que finalement la Trinité n'existait pas réellement dans la Bible. Et au fur et à mesure donc, de mes lectures et de mes prières, j'étais convaincu qu'il fallait que je me convertisse à l'islam. Mais comme je n'avais pas un environnement proche musulman, je ne savais pas comment faire. Donc je suis resté comme ça en fait à attendre ou à me poser des questions tout en sachant que j'avais envie de sauter le pas. Jusqu'à envoyer un jour un message à un ami que j'avais connu au lycée, avec qui je n'avais pas de relation particulière, mais je me rappelais qu'il était musulman, pratiquant, qu'il allait régulièrement à la mosquée. Et je lui ai expliqué donc, mon envie de devenir musulman. Il m'a invité le week-end à venir avec lui à la mosquée. Je me suis converti et c'est comme ça donc, que j'ai fait mes premiers pas dans la religion musulmane. Forcément au départ c'était un petit peu difficile pour mes parents, puisqu'ils m'ont élevé d'une certaine manière et donc ils voyaient un peu comme une trahison le fait que je devienne musulman. Donc on a eu une rupture pendant un certain nombre d'années, qui maintenant aujourd'hui est complètement finie, on a de très bonnes relations, on se voit régulièrement, mais au départ c'est vrai que ça a été un petit peu difficile. Donc c'est comme ça que je suis devenu musulman. Et pour ce qui est de la librairie, donc au départ comme j'étais commercial, donc je travaillais tout de suite dans le commerce, j'avais fait des études de commerce, donc j'avais pas d'idée un jour d'ouvrir une librairie, mais c'est vrai que dès que je suis rentré dans l'islam, j'aimais beaucoup lire. J'avais besoin d'en savoir toujours un peu plus sur ma religion. Et donc dès qu'un livre sortait, j'avais l'habitude de l'acheter, et même des fois j'en achetais plusieurs pour donner autour de moi, de façon à ce que tout le monde puisse être renseigné au maximum. Et un jour, en fait, j'ai eu des problèmes de santé qui font que je ne pouvais plus conduire. Comme j'étais commercial et donc en permanence sur la route, je me suis retrouvé à être bloqué, à ne plus pouvoir travailler.
Et avec un ami, en passant donc, à Argenteuil, derrière la mosquée, on a vu un local avec marqué Baye ACB. Et il m'a dit qu'est-ce que tu en penses, on pourrait essayer d'ouvrir une librairie à cet endroit-là. Donc on est rentré dans le local pour savoir le prix du bail. On n'avait pas les moyens. On a cherché une solution pour trouver l'argent pour. Et on a trouvé une personne qui a accepté de s'associer avec nous. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé l'aventure en 2008. Voilà donc comment je suis rentré dans l'islam en 2002 et comment je suis rentré dans le monde du livre en 2008. Et alors justement, parce qu'on est quand même, je ne le dis pas seulement pour énerver les islamophobes, même si tant mieux si c'est le cas, mais on est dans une période où beaucoup de gens se convertissent. Et moi, ce que je peux voir notamment dans les milieux de gauche où j'évolue, c'est que c'est souvent des personnes isolées qui ne connaissent pas d'autres musulmans et qui rencontrent très vite des difficultés avec leur entourage. Est-ce que toi, tu as des conseils à donner d'abord sur ce qu'on doit faire quand ça nous tombe dessus, parce que c'est aussi quelque chose qui nous tombe dessus et on n'ose pas toujours aller dans une mosquée, on ne connaît pas toujours des gens, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, tu as parlé tout à l'heure d'une réaction assez dure de ton entourage, tu t'es retrouvé un peu tout seul et dehors, et est-ce que des années après, tu saurais comment mieux faire pour que ton entourage le prenne bien et ne pas forcément tomber dans les pièges qu'on peut avoir au début, c'est-à-dire être agressif, ne pas vouloir du tout comprendre la réaction des gens qui nous connaissaient avant et qui pensent qu'on est devenu totalement une autre personne. Je pense que ça fait aussi partie du cheminement, c'est-à-dire lorsqu'on découvre quelque chose, forcément on a tendance à y aller à fond, à manquer de nuances et peut-être faire des erreurs. Mais ça permet aussi de se construire, et c'est normal de passer par là. Souvent quand on découvre quelque chose, on n'a pas encore suffisamment de recul pour pouvoir nuancer certaines choses ou avoir une autre approche. Donc je pense que c'est un passage un peu obligé. Maintenant, ce qui est extrêmement important, c'est de se rendre compte de l'importance de ses parents, l'importance de sa famille, et même si on a des choix qui sont différents de leurs, de toujours chercher à garder le lien. Et des fois, certaines personnes peuvent être tentées de couper court en disant on n'a pas les mêmes idées, on se sépare. Mais non, c'est au contraire, il faut garder un lien, il faut discuter, il faut aller vers le dialogue. Et c'est comme ça qu'on peut espérer qu'il y ait une meilleure compréhension de nos choix. Mais si on se coupe, ou bien si on est dur et si on estime que tout le monde doit respecter notre choix, sans avoir même fait l'effort d'aller expliquer pourquoi, il ne faut pas s'étonner qu'après il puisse y avoir des ruptures. Donc au lieu d'attendre en fait, de la part des autres qu'ils acceptent tout de suite notre choix, d'essayer plutôt d'aller vers les autres et d'expliquer pourquoi on a fait ce choix-là. Et même s'il y a une rupture au départ, de toujours garder la main tendue pour que dès que la personne commence à accepter ou chercher à comprendre, qu'il puisse y avoir cette possibilité de dialogue. Donc ça pour les relations familiales. Après, pour ce qui est des personnes qui sont isolées, qui n'ont pas d'entourage musulman, il ne faut pas hésiter à aller à la mosquée. Parce que la mosquée, c'est un lieu de paix, un lieu agréable, dans lequel les gens sont bienveillants. Et lorsque la personne qui rentre à la mosquée, en fait, elle est invitée, c'est pas comme si c'était quelqu'un qui devait prouver quoi que ce soit. Il vient comme il est et il va trouver tout de suite des gens avec qui il va bien s'entendre, qui vont l'accueillir, qui vont l'aider dans ses premiers pas. Et c'est assez important, surtout s'il a une rupture familiale ou des difficultés avec son entourage, et qu'après il reste seul chez lui, donc il n'a personne à qui confier ses difficultés. En allant à la mosquée, il va trouver des gens qui ont le même parcours que lui, qui vont lui expliquer comment ils ont fait pour justement trouver cet équilibre entre la foi, entre la vie dans la société, entre la vie dans la famille. Donc je pense, il ne faut pas avoir peur du tout d'aller à la mosquée. La mosquée, c'est un lieu de paix, de tranquillité. Et il faut tout de suite se diriger vers la mosquée, je pense. D'accord. Alors si en parlant des mosquées, on va parler des librairies, parce que je suis assez vieille pour avoir connu cet autre monde, où déjà une mosquée, quelque part, ça n'était pas si banal que ça. Mais alors les librairies, même le concept de librairie musulmane, c'était quelque chose que 99% des Français et même des musulmans et des issus de l'immigration musulmane ne concevaient pas quand j'étais adolescente. Et j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ce phénomène-là, parce qu'on parle souvent de l'islam sur Internet et on y reviendra après. C'est vrai que c'est la plus grande visibilité islamique aujourd'hui, mais derrière ça, il y a, à mon avis, ces lieux-là qui sont plus importants qu'ils seront à terme. Et donc,
cette histoire-là, comment? Parce que maintenant, t'es vraiment pas le seul. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire? Ouais, mais en fait, je pense que ça témoigne d'une prise de conscience et d'une maturité des musulmans. Puisqu'au départ, beaucoup de musulmans le sont parce que leurs parents le sont. Donc, ils pratiquent l'islam par rapport à l'enseignement familial ou l'enseignement qu'ils ont à la mosquée. Mais au bout d'un certain moment, bien, on se pose des questions en fait. Qui on est, en quoi on croit, c'est quoi les spécificités de ma foi, qui sont les gens qui ont porté cette foi et donc qui ont marqué l'histoire. Essayer donc d'avoir des outils autres que juste l'héritage familial ou les transmissions qu'il y a à la mosquée. Et donc le livre devient important. Et surtout qu'en islam, on donne énormément d'importance à la connaissance. Et il y a cette incitation vers la connaissance. Et certes, sur Internet, on a accès à beaucoup d'informations, mais comme c'est éparpillé, comme c'est des fois décousu, ça a tendance à générer de l'émotion, mais pas de la réflexion. Alors que l'importance du livre, c'est justement que ça permet à la personne de se construire spirituellement, intellectuellement. Et si les musulmans au départ n'ont peut-être pas ressenti le besoin, là on est arrivé à une génération qui veut savoir en fait qu'est-ce que c'est que l'islam, au-delà des clichés qu'il peut y avoir sur Internet, au-delà du simple héritage familial. Donc il y a une véritable soif d'apprendre. Et nous, quand on a commencé donc, en ouvrant la librairie en 2008, au départ, le livre ne faisait pas forcément partie de la vie intégrante du musulman. C'est-à-dire qu'il achetait des livres pour les besoins essentiels, apprendre à faire la prière ou comprendre un peu les règles du jeûne quand arrive le ramadan par exemple. Ou bien s'il y a un cours à la mosquée sur un sujet en particulier, il va prendre le livre qui va lui servir de support. Mais il n'y avait pas forcément un rapport au livre très important. Et on le voit aujourd'hui en rentrant dans les rayons d'une librairie, il y a tellement de choix dans tous les sujets possibles et imaginables, que ce soit liés à la croyance, à la jurisprudence, à la spiritualité, à l'histoire, au côté plutôt civilisationnel, ou bien des réflexions, des pensées pour la question sociale, etc. Ça montre que les musulmans ont envie d'explorer vraiment de fond en comble l'islam et ses possibilités, et non pas garder juste l'islam en tant que lien spirituel avec Dieu, mais aussi dans sa dimension temporelle, dans sa dimension civilisationnelle, sociale. Donc je pense qu'on arrive à un moment de maturité des musulmans, ce qui explique le fait que les rayons des librairies soient si chargés, et surtout qu'il y ait beaucoup de librairies maintenant qui ouvrent un peu partout. Parce que je pense que ça répond à une véritable demande et une véritable attente. Et ce que je remarque aussi ces dernières années, c'est que les librairies musulmanes ne sont pas fréquentées uniquement par des musulmans, mais il y a également beaucoup de personnes qui ne sont pas musulmanes, qui à force d'entendre parler de l'islam jour et nuit dans les médias, au départ avaient peut-être peur de rentrer dans les librairies musulmanes parce que c'était des petits lieux dans lesquels il n'y avait pas il n'y avait pas forcément beaucoup de choix, ou bien c'était exigu, etc. Maintenant qu'il y a des grandes librairies qui ouvrent un peu partout, que c'est éclairé, c'est lumineux et qu'il y a beaucoup de livres, ils disent tiens, pourquoi pas rentrer moi aussi, regarder. Et au final, ça crée des discussions déjà intéressantes et ça permet pour ces personnes qui ne sont pas musulmanes de pouvoir découvrir l'islam à travers les textes et non pas uniquement à travers des préjugés qu'il y a dans les médias ou alimentés par certains hommes politiques. Alors moi, il y a un rayon chez toi dont personne ne parle, pas même les islamophobes, c'est les romans et notamment la science-fiction musulmane. Moi, j'ai découvert ça en venant à Argenteuil et j'ai été assez stupéfiée parce que alors ça, je ne l'avais pas du tout imaginé et c'est pas uniquement, même s'il y a effectivement une très forte dimension politique, mais comme dans toutes les formes de littérature et spécialement de la SF qui a toujours été un mode de discours sur le très proche avenir, c'est pas que ça et j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de la fiction musulmane, de comment des jeunes auteurs et autrices sont venus te voir. Si c'était uniquement parce qu'ils voulaient publier dans une maison d'édition musulmane ou si c'était aussi parce que de toute façon il y a une impossibilité ailleurs, mais à partir de quel moment ça a commencé à émerger? Alors en fait, comme je disais au départ, ce qui a été proposé dans les librairies musulmanes, c'est essentiellement on va dire, des livres on va dire utilitaires, c'est-à-dire comment faire la prière, des choses on va dire basiques. Alors, au bout d'un certain moment, donc, il y a eu les musulmans ont une demande plus forte, c'est-à-dire ok, je sais que j'apprends à pratiquer ma religion, mais je veux aussi la comprendre, je veux aussi remonter l'histoire, je veux aussi en savoir un peu plus. Et ensuite, ces musulmans-là ont des enfants. Et au bout d'un moment, comment transmettre aux enfants cet héritage qui nous est cher, la vie des prophètes, l'éthique, la spiritualité, comment le transmettre aux enfants? Donc il faut des supports adaptés. Et donc au fur et à mesure, les parents qui, n'ayant pas de support, se sont mis à faire des supports pour leurs propres enfants. Et ceux qui aimaient la lecture, qui aimaient l'écriture, se sont dit pourquoi pas aussi proposer des choses plus élaborées, comme des romans. Je pense en l'occurrence à un roman qui s'appelle Saladin. Saladin, c'est une saga qui est écrite par Lias Chinkal, qui parle d'un jeune collégien
qui arrivait à l'école, donc en cours d'histoire, sa prof lui parle donc de l'histoire avec un prisme, on va dire, occidental, et lui, il connaît l'histoire que son père lui a appris avec un prisme islamique. Donc elle va lui parler de Marco Polo, lui va lui parler de Ibn Battuta, et donc ça va faire naître des discussions. Et la nuit, lorsqu'il s'endort, il remonte le temps et il découvre l'histoire. Et sa prof, lorsqu'elle s'endort, elle remonte aussi le temps, et il se retrouve donc nez à nez dans des moments historiques importants, aussi bien donc de la civilisation islamique que de la civilisation occidentale. Et donc ça permet à l'enfant d'approfondir son histoire, mais aussi de découvrir, on va dire, une histoire commune, de vivre ses valeurs, son éthique, etc. Et donc de pouvoir se l'approprier d'une manière autre qu'un support de cours, on va dire, très, très classique et très théorique. Et comme ça a bien fonctionné, ça a donné des idées à plein d'autres parents, plein d'autres auteurs de se lancer. Et maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de choses. Et ça témoigne, je pense, de la maturité de la communauté musulmane et du besoin des jeunes d'avoir aussi une littérature qui leur parle et qui leur ressemble. Est-ce que tu peux nous présenter un peu tes maisons d'édition ? Ouais, donc moi je gère 2 maisons d'édition, El Beina et Héritage. El Beina, on va dire, c'est une maison d'édition plutôt religieuse, donc c'est-à-dire qu'il va traiter des sujets liés à la croyance, la jurisprudence, on va dire des choses un peu techniques, pointues, qui parlent, on va dire, aux musulmans qui a besoin d'approfondir ses connaissances. Et on a dû la lancer, je pense, en 2011. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que pour le musulman, en fait, il y a plein de choses qui sont naturelles, parce qu'il vit dans un environnement où il a une éducation qui fait qu'il comprend tout de suite certaines choses. Mais une personne qui n'est pas musulmane, lorsqu'elle va lire un livre qui s'adresse à un musulman, il y a plein de choses qu'elle ne connaît pas, et donc peut-être qu'elle ne va pas comprendre certaines choses, et elle va peut-être même les comprendre de manière erronée. Et je me suis dit, en France, en fait, on a eu des auteurs et des musulmans qui ont vécu en France, qui ont su s'adresser, on va dire, aux gens de leur époque pour présenter l'islam de la meilleure manière, avec esthétique, pour passer au-delà des préjugés qu'il peut y avoir, et pour donner un message, en fait, qui s'adresse à tous, qui s'adresse aussi bien aux musulmans qu'aux personnes qui ne sont pas musulmanes, et aussi qui peuvent être des témoins de l'histoire, qu'il y a une présence musulmane beaucoup plus ancienne qu'on l'imagine, et qu'il n'y a pas eu que des musulmans qu'on a pointé du doigt, mais il y a eu aussi des intellectuels, il y a eu aussi des militants, il y a eu aussi des personnes qui ont apporté du positif dans l'histoire de France en tant que musulmans. Et donc, donc j'ai décidé de lancer les éditions Héritage, de façon à avoir une littérature plus vaste, qui puisse donc toucher des musulmans comme des non-musulmans, mais aussi montrer qu'il y a un patrimoine intellectuel et spirituel en France musulman plus vaste qu'on l'imagine, et qui peut être une source d'inspiration pour des musulmans, pour pas qu'ils soient toujours à se voir à travers l'œil de celui qui ne les aime pas, mais de dire tiens, il y a des gens qui ont vécu avant moi et qui ont fait quelque chose, donc moi aussi je peux m'investir dans la société, moi aussi je peux apporter quelque chose à la société, moi aussi je peux être une source d'enrichissement, je n'ai pas que être vu comme un paria. Et puis si ils ont développé des choses au niveau intellectuel, au niveau action sociale, etc., moi aussi je suis capable de reproduire ça. Donc donner des exemples, qui ne soient pas des exemples lointains, juste le prophète et les compagnons, qui ont certes qui sont des exemples vivants, mais que aussi dans cette société-là, il y a eu des grandes figures comme je pense au professeur Mohamed Hamidullah ou Malik Ben Nabi ou Étienne Diné, donc des personnes qui étaient soit venues en France et qui sont restées en France et qui ont apporté leur pierre à l'édifice, ou bien qui étaient français, qui se sont convertis à l'islam et qui n'ont pas renié leur identité, mais qui ont réussi à être parfaitement musulmans sans avoir honte de ce qu'ils étaient, et en proposant quelque chose, en participant, on va dire, à la vie intellectuelle du pays. Donc c'est un peu l'idée en lançant la 2e maison d'édition, Héritage, qui est plus généraliste et qui, on va dire, fait émerger un peu un héritage méconnu de la présence musulmane en France. Et alors, est-ce qu'on peut parler de ton aventure algérienne, puisque là, tu as évoqué certains noms qui se rattachent à ça. Moi, je suis d'origine algérienne, mais je ne sais même pas exactement d'où je viens, comme une partie de notre immigration, sans doute forcément la plus honteuse, et aussi, mais peut-être celle aussi qui se pose le plus de questions. Et donc, c'est avec grand plaisir que je vois toutes tes vidéos depuis un certain temps. Est-ce que tu es en train de faire là-bas? Est-ce que tu peux nous dire comment tout ça est arrivé? Ouais, bien sûr. Alors en fait, quand il y a eu, on va dire, un basculement au niveau politique, en 2015, même un petit peu avant, mais on va dire en 2015, ça a été avec les perquisitions le moment, on va dire, le plus important. Moi, j'ai commencé à lire beaucoup de livres politiques pour essayer de comprendre un peu la situation, les enjeux, les rouages, etc. Et je voyais que l'histoire de l'Algérie revenait toujours, puisqu'il y avait le code de l'indigénat, il y avait une certaine répression qui a eu lieu en Algérie, qui des fois ressemble à certaines choses qui se passent aujourd'hui, bien sûr en toute proportion gardée. Et c'est donc de là que j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de l'Algérie, parce que ça revenait en fait régulièrement dans tous les livres universitaires ou historiques que je lisais.
Et en m'intéressant à l'histoire de l'Algérie, j'ai commencé à découvrir des grandes figures, comme par exemple Malek Ben Nabi justement, ou bien Ibn Badis, Bachir el-Ibrahimi, on va dire les membres de l'association des ulama. Et j'ai vu qu'en fait, dans un contexte extrêmement difficile, ils ont, à travers l'éducation, à travers l'accès à la connaissance, permis de redonner confiance à un peuple qui avait été spolié, à qui on avait nié son identité. Ils ont réussi à le faire renouer avec leur identité, renouer avec leur foi, et créer en fait une telle dynamique qu'au bout de quelques années, eh bien, ils avaient un certain nombre d'écoles ouvertes dans tout le pays, des femmes qui ne savaient pas lire avaient accès à l'écriture, des enfants à qui on apprenait qu'ils descendaient des Gaulois découvraient que finalement non, ils avaient un héritage extrêmement riche. Et donc je me suis rendu compte comment en fait avec la plume on peut soumettre les canons. Et je me suis dit, ces exemples-là, ce n'est pas des exemples qui sont propres à l'Algérie, en fait, c'est des exemples qui sont universels, mais qui sont une histoire proche de nous, qu'on peut mobiliser pour faire réfléchir, conscientiser donc les musulmans sur l'importance de la connaissance, l'importance d'être fier de son identité, et surtout de participer en fait à l'échelle locale, sociale, etc. Ne pas prendre l'islam juste comme une religion qui se vit à la mosquée, mais une religion qui a aussi une dimension civilisationnelle. Donc montrer, en fait, en tant que musulman en France, je ne suis pas quelqu'un qui est condamné à rester en retrait. Je ne dois pas évoluer en vase clos, mais j'ai moi aussi quelque chose à dire. J'ai moi aussi droit d'apporter ma pierre à l'édifice. J'ai moi aussi le droit d'être critique vis-à-vis de certaines choses, ou bien d'encourager certaines démarches, et donc de participer à la vie de la société. Et pour ça, j'ai trouvé que ces exemples-là, ils étaient vraiment riches. Et donc de fil en aiguille, j'ai réédité certaines de leurs œuvres, des biographies à leur sujet. Et après, j'ai eu donc la chance de pouvoir aller directement en Algérie, rencontrer des membres de leur famille, comme le docteur Taleb Ibrahimi, donc le fils de Bachir Ibrahimi, son fils Bachir, et d'aller visiter donc, leur lieu de naissance, là où ils ont évolué, donc voir encore plus sur le terrain la difficulté, donc, enfin, les conditions difficiles dans lesquelles ils vivaient. Et si aujourd'hui on va dire l'Algérie est libre, c'est par le fruit de l'effort de ces gens. Donc ça nourrit on va dire l'optimisme et l'espoir pour nous quand des fois on se dit finalement on peut rien faire, alors que si eux dans des contextes aussi difficiles que les leurs ils ont pu faire beaucoup, nous dans un contexte qui est quand même assez favorable, on peut nous aussi faire beaucoup, et surtout qu'on n'a pas pour objectif de rentrer en fait en conflit avec l'autre, mais d'être une source d'enrichissement, de participer. Et donc j'ai trouvé que c'était un exemple positif. Et maintenant, j'ai une attache avec l'Algérie de par cet amour pour ces hommes, mais aussi cet amour pour le pays, la beauté des lieux, la fraternité qu'on trouve là-bas, la simplicité des gens. Et d'ailleurs, ce qui est frappant lorsqu'on va là-bas, c'est qu'ils disent nous on n'aime pas les touristes, mais on aime bien les invités. Ce qui fait que quand tu vas là-bas et que tu n'es pas du pays, tu es invité. Et forcément, un invité, ça veut dire qu'on l'accueille bien, on le met à l'aise, et donc c'est vraiment ce qu'on ressent quand on va là-bas. Alors, tu as dit un mot, évidemment, il y a toujours le moment où ces mauvais mots arrivent. Tu as dit perquisition. Je pense que les gens qui nous ont écoutés jusqu'ici entendaient parler d'une histoire de savoir, de culture, de construction. Notre histoire n'est pas que celle-là, elle n'est notamment pas justement par rapport au savoir. Bon, je suis arrivée dans toute cette histoire et je te connais à cause grâce à une maison d'édition, Nawa, qui a été dissoute dans des circonstances ignobles et terribles. Ça a été, alors je ne les avais pas lus, mais peu importe, ça a été vraiment aussi une humiliation formidable et justement une tentative vraiment de destruction de tout espoir, parce que si tu peux même plus écrire et si tu ne peux même plus lire de manière autonome, qu'est-ce qui nous restera? Toi, ta librairie que tu présentes ici de manière très juste, elle est présentée par d'autres gens de manière, dirons-nous, plus rock'n'roll. Alors il y a ce mot qu'on va dire, que j'aime bien dire, comme ça les choses sont claires, et puis on peut repartir du début. Dans les médias et dans certains comptes Twitter très influents, tu es appelé salafiste. Alors, ce qui est essentiellement un stigmate, et les gens n'ont pas la moindre idée de ce qui peut être entendu par là. Certains sont allés jusqu'à rajouter évidemment salafiste fiché S. Toi, tu as carrément eu, ce qui est quand même assez symptomatique, un jour dans un article, le numéro de ta fichesse, comme ça, tu sais, je sais pas si c'est classé par ordre alphabétique ou autre, mais alors justement, comment tu es passé tu deviens musulman à finalement tu es un salafiste aux yeux de la France, et pas dans le bon sens du terme? Comment tout ça est arrivé?
Alors, quand tu le vis, c'était difficile d'arriver à l'analyser. Je ne sais pas trop, mais moi, j'aurais une autre réflexion en fait. C'est en fait en 2015, quand j'étais perquisitionné, ça m'a fait naître en moi une réflexion. Je me suis dit, si j'ai été perquisitionné, c'est-à-dire que l'image que je renvoie, c'est une image que je suis un individu qui peut être dangereux. Si je suis un individu qui peut être dangereux, c'est qu'à un moment donné, quand bien même, au-delà de la politique du gouvernement, etc., c'est que comment est-ce que moi, je m'exprime en dehors de mon cercle, on va dire, proche. C'est-à-dire que à ce moment-là, ma vie elle se limite à je suis à la librairie et je côtoie des musulmans, ou bien je suis à la maison, ou bien je suis à la mosquée. Et donc j'ai pas de relation avec la société réellement. Et donc moi ça m'a fait un déclic en me disant, mais il faut apprendre à se faire connaître aussi. Parce que si on a pu penser de ça de moi, au-delà de la politique gouvernementale dont on peut parler après, ça veut dire que des personnes qui ne sont pas musulmanes, potentiellement, quand elles me voient, elles ont peur. Ou bien elles imaginent de moi des choses qu'une personne qui me connaîtrait saurait que c'est fausse. Donc je me suis dit, il faut moi aussi que j'aille de l'avant. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à essayer de m'investir plus dans la société, ou aller à la rencontre des gens, participer à ne serait-ce que des rencontres interreligieuses ou autres, mais en fait aller dans la société civile pour dire en fait je suis musulman, je fais partie de la même société que vous, voilà qui je suis, voilà qu'est-ce que je pense, vous voulez, la librairie elle est ouverte, venez regarder par vous-même qui on est, qu'est-ce qu'on fait, parce que sinon c'est facile de tomber dans la victimisation et de dire personne nous aime, je suis victime d'une politique d'État, j'ai été perquisitionné, mais après en fait ça veut dire je reste comme ça et j'attends la prochaine perquisition, ou bien je vais de l'avant et j'apprends en fait en fait, l'idée c'est qu'il faut apprendre à se connaître pour savoir qui on est et où est-ce qu'on va. Il faut apprendre à connaître les gens avec qui on vit pour savoir justement ce qu'on a en commun qui peut nous lier. Et il faut aussi chercher à se faire connaître parce qu'il y a une propagande, il y a beaucoup de désinformation via les réseaux sociaux pour stigmatiser les musulmans. Mais est-ce que nous, on va attendre que les gens viennent vers nous pour dire est-ce que finalement vous êtes bien ou vous n'êtes pas bien? Non, il faut aussi que nous on fasse l'effort d'aller vers les autres pour dire voilà qui on est, voilà comment on pense. Ensuite, faites-vous votre propres idées, mais on n'est pas la manière dont on nous a présenté. Les perquisitions, c'est démesuré par rapport à ce qu'on est, mais pour moi, ça a eu. Par exemple, par la suite, après les perquisitions, il y a eu des articles qui ont été écrits, ou des journaux, des livres qui ont été écrits dans lesquels on me dépeint d'une manière qui est totalement fausse. Moi, en fait, ça m'a pas. Pour moi, en fait, ça a été un bien, dans le sens que ça m'a ouvert les yeux que, tiens, en fait, il faut que j'aille vers l'autre, il faut que j'aille discuter avec les gens, et il faut que je montre qui je suis, qu'est-ce que je pense. Et comme ça, on va arrêter de me faire dire ce que je ne pense pas ou ce que je ne suis pas, mais c'est moi qui vais montrer qui je suis, qu'est-ce que je pense, et inviter les gens à ça. Ensuite, si les gens continuent de rester dans leur coin et à imaginer que je suis tel ou tel, moi j'aurais fait le nécessaire. Voilà l'état d'esprit dans lequel ça m'a mis. Après, comment est-ce que j'ai pu être perçu de cette manière, je pense que le monde est tel que le musulman reste dans son coin, la personne qui n'est pas musulmane reste dans son coin, celui qui est musulman va alimenter des préjugés en face on ne m'aime pas, l'autre côté c'est eux ils ne m'aiment pas, ils sont radicalisés, et donc en fait il y a un mur qui se crée qui ne devrait pas exister, mais qui est du fait des deux, il y a des responsabilités des deux côtés en fait, au-delà de la politique d'État qui elle vient surenchérir derrière. Et s'il n'y a pas quelqu'un des deux côtés qui décide de casser ce mur imaginaire et d'aller vers l'autre, on peut rester comme ça encore pendant des années, ça ne changera jamais. Donc moi, ça m'a plutôt poussé à l'ouverture et à aller vers les gens pour déconstruire un peu cet imaginaire que renfermer sur moi-même ou me dire je suis victime juste d'une politique d'État et de certains préjugés. Mais justement, moi je suis beaucoup plus sévère que toi, peut-être parce que je rajoute la composante raciale du rapport de la France à nous, et que en plus je fais partie de cette partie de l'immigration qui toute sa vie a été avec les autres, et donc moi non, je pense très sincèrement que c'est de leur faute à eux et pas de la nôtre, parce que nous on fait ce qu'on peut, et je crois qu'on a vraiment tout tenté, c'est-à-dire qu'on a tenté de rester tranquille dans notre coin, on a tenté de s'intégrer, on a tenté d'être comme eux, on a tenté de leur parler, et moi je pense très sincèrement que c'est à eux aujourd'hui de savoir quels sont leurs désirs, c'est-à-dire s'ils veulent nous reconnaître dans le cadre d'un nous ou pas, et qu'à la limite nous on existera toujours. Donc je te trouve très, très indulgent, je trouve ça très drôle par rapport à l'image que tu as. Je suis d'accord avec toi, mais en fait, c'est-à-dire pour porter un jugement général, je vais être d'accord avec toi, mais en tant qu'individu, ça veut dire je constate qu'il y a un problème, il y a un problème de communication, un problème de perception. Donc je vais rester comme ça en disant c'est de votre faute et moi je vais rien faire, ou bien moi à mon niveau, je vais dire
la situation elle est telle, ok. Mais je vais pas tomber dans la chose impossible en disant personne ne m'aime, les gens sont islamophobes, etc. C'est foutu, je reste dans mon coin. Ou la chose facile, c'est bon, je suis musulman, pour moi je suis dans la vérité, je suis sauvé, etc. Je reste dans mon coin. Non, ça veut dire il faut dépasser ça et il faut quand même aller vers l'autre. Parce que faut pas non plus essentialiser les groupes humains. Ça veut dire, certes, il y a une situation qui est telle, mais il y a plein d'individus à l'intérieur qui peuvent être amenés à évoluer. Je pense que toi, avant que tu rentres à la librairie, tu pouvais avoir des idées préconçues sur la librairie. Peut-être que tu dis, je rentrerai jamais là-bas. Une fois que tu rentres dedans, tu te dis, finalement, c'est pas comme je l'imaginais. Mais ça, c'est possible que si moi je t'ouvre la porte. Parce que sinon, de toi-même, tu vas peut-être pas décider de franchir la porte. Donc en fait, il y a aussi un moment où la situation elle est telle qu'elle. Et d'ailleurs, ça me rappelle un entretien qu'il y avait avec le roi du Maroc, Hassan II, et un journaliste, qui doit faire un pas vers l'autre. Il dit, moi je parle votre langue, vous parlez pas ma langue. Moi je connais votre histoire, vous connaissez pas la mienne. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose à faire au niveau de la société française pour essayer de comprendre les musulmans qui sont des réalités sociologiques. Mais après, individuellement, il y a aussi un travail à faire pour qu'on puisse se présenter nous-mêmes, voilà qui on est, qu'est-ce qu'on pense. Parce que sinon, après, chacun va rester campé sur ses positions. C'est à toi de venir, non, c'est à toi de venir, à toi je t'aime pas, t'es comme ça. Donc il faut aussi faire ce travail individuel et ça ne remet pas en cause l'état des lieux que tu décris. Alors moi je connais le travail que tu fais et effectivement ta librairie a été très importante pour moi parce que je ne serais jamais allée dans une mosquée et que moi c'est à cause de Darmanin, grâce à Darmanin que je me suis retrouvée dans tout ça, sinon je n'aurais jamais même osé aller voir des activistes musulmans. Tu vois, du coup Gérald a brisé ma timidité, qu'il n'en soit jamais remercié. Mais je pense que la plupart des gens ne savent pas ce que ça coûte dans le contexte de l'islamophobie d'État, ce que tu fais, c'est-à-dire d'aller vers les autres. Et je voudrais qu'on parle aussi un peu de ce qui s'abat sur vous, justement quand il n'y a pas de séparatisme et que vous cherchez à le briser, parce qu'on a parlé de perquisition. Mais ce que vit ta librairie au quotidien, c'est pas seulement cette forme très violente de l'islamophobie, c'est aussi du harcèlement permanent, de la diffamation dans les médias à laquelle tu es très rarement invité pour répondre. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le contexte aujourd'hui, ce contexte de ta vie quotidienne, d'animer une librairie, de la faire vivre et de tout ce que tu traverses, parce que je crois que c'est aussi très important pour des jeunes qui voudraient se lancer dans des projets et qui se disent non, ça va pas être possible avec tout ça. Alors si je raconte tout ça, ça va donner envie, ça va décourager tous ceux qui veulent se lancer du coup. Je pense pas, c'est simple. Que tu y es. Ouais. Perquisition bien entendu, contrôle régulier de ce qu'on appelait avant le GIR, donc qui regroupe toutes sortes de services, l'URSSAF, etc. Volonté de chercher des prétextes pour pouvoir nous fermer, que ce soit au niveau de la sécurité ou autre. Des procès pour rien en permanence. Lorsqu'on importe de la marchandise de l'étranger, des blocages systématiques, jusqu'à aller analyser les couvertures de livres en laboratoire pour voir si c'est pas d'une matière interdite. Fermeture de compte. En fait, il y a tellement de trucs, je ne sais même pas ni par où commencer, ni par où finir. Actuellement, des volontés de différents services de pouvoir de nous empêcher de fonctionner, on va dire, normalement à tous les niveaux possibles de l'activité. Malgré ça, on a quand même réussi à se développer, on a quand même réussi à avancer. Donc c'est des difficultés qui sont exagérées par rapport à l'activité. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de mon quotidien. Et malgré tout, on a quand même réussi à faire ce qu'on fait et on continue de le faire et on espère qu'on pourra continuer à le faire. Et concernant le soutien, parce que je pense que beaucoup de gens viennent chez toi, mais aussi dans d'autres espaces musulmans de ce type-là, en pensant que ça fonctionne, que vous êtes des pros et que ça va toujours être là. On le sait, il y a eu ces derniers mois des tentatives de fermeture administrative de librairies, notamment dans les Alpes-Maritimes. On sait que la loi séparatisme a de toute façon conduit à la fermeture de nombreux commerces. Tu as quand même un public important qui serait dévasté si ta librairie fermait, même temporairement, mais qui peut-être ne sait pas quelle aide il peut apporter, comment on peut soutenir, comment on pourrait créer des initiatives pour que ça change et pour que
pour que vous vous sentiez moins seul, parce que je sais que quand on mène des initiatives, que ça soit celle-là ou d'autres, on a une communauté qui pense qu'on s'en sort très bien, mais qu'à des moments, on aurait besoin quand même de soutien plus vaste. Après, je pense que le soutien, lorsqu'on en a besoin, c'est au moment où on subit une injustice ou bien on passe une période difficile. Sinon, le soutien quotidien, c'est le fait de venir régulièrement nous voir, acheter des livres, partager, participer donc à la dynamique. Parce qu'en fait, nous, quand on propose un livre, l'idée c'est que la personne le lise, qu'elle se nourrisse de ça, que ça lui fasse du bien, qu'elle en parle. Parce que c'est pas notre projet à nous, c'est un projet qui est, on va dire, pour la société en elle-même, pour les musulmans, pour qu'ils puissent, on va dire, se nourrir spirituellement, pour ceux qui ne sont pas musulmans, pour qu'ils puissent découvrir une autre facette de l'islam que celle qu'il y a dans les médias. Donc le meilleur soutien, on va dire, c'est de participer à cette dynamique. Après, le soutien dans les moments difficiles, c'est de ne pas détourner le regard quand tu vis une difficulté. Je me rappelle quand j'avais été perquisitionné, il y avait une personne que je voyais à la mosquée tous les matins, qui avait pour habitude de me déposer chez moi quand on sortait de la mosquée. Et le jour où elle a su que j'étais perquisitionné, dès qu'elle me voyait, elle tournait la tête comme si elle ne m'avait pas vu, elle partait de son côté et moi je rentrais à pied. Donc c'est des petites choses qui sont anodines, mais c'est au moment de la difficulté qu'on a besoin que les gens ne tournent pas le regard. Quand même ils ne viennent pas te soutenir parce qu'ils ne peuvent rien faire, au moins qu'ils ne regardent pas à côté, quoi. Mais sinon, après, quotidiennement, c'est de partager, on va dire, le bonheur de pouvoir lire et de pouvoir faire lire, de pouvoir faire découvrir un peu plus c'est le beau contenu qu'il y a dans les livres, quoi. Alors, est-ce qu'on peut revenir vraiment, je suis désolée, je sais que c'est un terme qui sans doute est clivant, mais on en est aujourd'hui à un stade de bêtise médiatique et politique où tu vois dans les journaux des choses comme le salafo frériste, machin, bidule, ce qui évidemment est totalement lunaire. Moi, j'aimerais quand même bien qu'on revienne sur ce terme de salafi et sur ce qu'il signifie réellement au départ par rapport à cette espèce de monstruosité idéologique, sémantique, psychologique qu'on a construit en France. Et puis peut-être qu'on vienne par exemple sur la loi de 2010, sur les vêtements, sur tout ça, enfin tout cet imaginaire-là, et ce qu'il y a très brièvement derrière, quelles sont les différences entre ces courants qui sont qualifiés comme ceci et d'autres dans l'islam. En fait, le problème du salafisme ou d'autres termes, c'est que c'est des fourre-tout. Donc on ne sait pas réellement à quoi ça renvoie et ça ne correspond pas réellement à une réalité sur le terrain. Le salafisme en tant que tel, qui vient célèbre revenir aux prédécesseurs, c'est une chose que tout musulman comprend. Ça veut dire que dans son interprétation de la religion, on se fie aux premières générations de l'islam qui ont reçu la révélation, qui l'ont appliquée et donc qui sont des bons exemples à suivre. Après, ça peut se matérialiser de toutes sortes de manières. Et il y a eu le salafisme dans les années 2000 en tant que, on va dire, mouvement réformateur qui appelait les gens justement à dépasser un petit peu certaines innovations, certaines habitudes qui avaient été prises dans les pratiques religieuses pour revenir à quelque chose de plus puritain, on va dire. Mais aujourd'hui, je ne dis pas que ça n'existe plus, mais en tout cas, ça a été dépassé par beaucoup de musulmans. Beaucoup de musulmans sont passés par là dans leur retour à l'islam, parce que c'était une manière d'avoir un contact directement avec le texte, de se rapprocher vraiment de sa religion dans un contexte où on n'avait pas eu d'éducation islamique. Donc ça a été un moteur, on va dire, idéologique au départ pour on va dire, redonner un dynamisme religieux à beaucoup de personnes. Mais arrivé à un certain moment, comme tout courant, il y a un sectarisme qui peut être existant, qui fait que lorsqu'on pratique la religion, normalement, on dépasse le côté sectaire, on a de la nuance et on voit les choses de manière beaucoup plus large. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, donc en 2024, le salafisme tel qu'il a été dans les années 2000, qui a été ce dynamisme pour ramener des gens à la religion, n'existe plus vraiment et n'a plus lieu d'être, puisque maintenant les musulmans se sont un peu émancipés de tout ça. Et si avant il y avait des courants très définis comme frères musulmans, tablir, salafi, aujourd'hui il n'y a plus ces choses-là. Il y a des gens qui sont passés par les frères musulmans, il y a des gens qui sont passés par le tablir, il y a des gens qui sont passés par le salafisme, mais aujourd'hui en fait tout le monde s'est retrouvé un peu sur le fait qu'on est musulman, et ça c'était, on va dire, des voies par lesquelles on est passé pour se construire. Mais beaucoup de gens l'ont largement dépassé. Et maintenant, c'est surtout, on va dire, un fourre-tout pour pouvoir criminaliser des gens ou les accuser de plein de choses qu'on peut imaginer, qui sont pas réelles et qui ne sont pas existantes. Alors justement, on va peut-être parler un peu d'actualité. Moi, ce que j'ai vu ces derniers mois, c'est
quelque chose de très émouvant et de magnifique, c'est-à-dire la mobilisation d'une communauté, mais aussi en tant qu'être humain contre un génocide. Ça a été très difficile, pas seulement à cause de la répression d'État, mais aussi parce que ça se passe comme d'habitude, c'est-à-dire que notre jeunesse, à chaque fois qu'elle fait quelque chose de noble et de beau, et alors qu'elle devrait être félicitée, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on lui reproche de faire de belles choses. Toi, comment tu vis ce moment? D'abord, quel est ton rapport à la Palestine et comment tu vois un peu les perspectives pour soutenir tant que faire se peut, même si c'est plutôt eux qui nous soutiennent, et l'avenir de ce mouvement dans toutes ses dimensions, dans un moment où le génocide s'intensifie. Et toi, en tant qu'éditeur, comme de savoir, quelle peut être la contribution des intellectuels et des... Déjà, quand on voit ça, on se sent les mains liées, en fait. On est frustré de voir devant nous un peuple se faire détruire, un massacre aux yeux de tous, et personne qui n'intervient. Donc forcément, on est frustré. Après, mon rapport à l'Algérie fait que je regarde l'histoire de l'Algérie, qui a subi, on va dire, la colonisation, qui a subi des massacres extrêmement importants, qui a subi en fait ce que subit la Palestine aujourd'hui, mais qui aujourd'hui est libre. Donc ça veut dire qu'il y a toujours cet optimisme de ok, ils sont en train de subir, et donc nous on doit se mobiliser chacun à son niveau, chacun par rapport à ce qu'il peut faire pour être mobilisé, ne serait-ce qu'en parlant de la cause, parce que c'est tellement invisibilisé en fait dans les grands médias qu'il faut absolument en parler, diffuser en fait le maximum d'informations pour que les gens se rendent compte de ce qui est en train de se passer, pour qu'il y ait une prise de conscience générale, même si on n'a pas de possibilité d'action. Mais il faut toujours être optimiste, de se dire si dans d'autres moments de l'histoire, parce que ce génocide-là, c'est ni le premier et peut-être pas le dernier, et il y en a eu d'autres avant, mais la fin, c'est que finalement, c'est toujours les opprimés qui gagnent. Parce que l'oppresseur, il a le dessus, mais il se tue lui-même. Parce qu'en fait, il est en train de massacrer des gens, mais il se tue humainement. Et donc lui, en fait, celui qui perd sur le coup, c'est celui qui meurt. Celui qui perd réellement, c'est celui qui a tué. Parce qu'en fait, il a perdu son humanité en massacrant une population. Et ces gens-là qui sont en train de mourir, on leur espère qu'ils sont au paradis. Donc en tant que croyants, on a un espoir pour eux. Et dans tous les cas, ce qui est construit sur le mal et l'oppression, il ne peut pas durer. Et preuve qu'il ne peut pas durer, c'est ce qui a été fait en Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie est libre. Et donc demain, Gaza sera libre, demain, la Palestine sera libre. Maintenant, nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Certes, on est frustré de ne pouvoir rien faire réellement, mais en tant que croyant, on a les invocations. Et surtout, en fait, c'est eux qui nous donnent une leçon de vie. Parce qu'on voit qu'ils sont résilients, on voit qu'ils sont patients, on voit que malgré tout ce qu'ils subissent, les simples vidéos, on les voit sourire, on les voit courageux, les femmes qui continuent d'avoir des enfants, etc. Ça montre qu'en fait, eux, ils sont en train d'alimenter la vie, quand les autres, en fait, sont en train de créer la mort en tuant ces gens-là, en montrant leur propre mort à eux, en perdant leur humanité. Ouais, on est d'accord là-dessus. Ensuite, je voudrais qu'on parle un peu, parce qu'on est dans un moment assez particulier, même si bizarrement, toi et moi, on le prend relativement bien. Donc celui de la dissolution de l'Assemblée nationale par celui qui a dissous des maisons d'édition, des associations, un peu tout le monde finalement, puisque c'est ça l'essence du macronisme en fait, c'est quand on est soi-même le néant et le vide, on ne peut que propager que ça. Malgré tout, notamment dans la communauté, c'est évidemment un moment d'intense questionnement, d'intense remise en question, de rapport aux autres forces politiques. Moi, je pense que ça aussi, c'est voulu parce que finalement, je pense que c'est pas le Rassemblement national qui est à la manœuvre, c'est encore une fois le gouvernement qui a vu la force et la confiance que prenaient non seulement les musulmans et les jeunes musulmans, mais aussi ceux qui se sont agrégés à nous. Et on voit très bien dans la jeune génération que la question de l'islamophobie, on regarde la mobilisation pour la Palestine, ça n'est pas un sujet. Donc je pense que c'est cette conscience-là qui a poussé aussi à ce moment où on essaye de nous faire peur et de nous dire vous n'êtes rien et vous n'avez pas d'autre solution qu'aller vous cacher sous une table. Donc moi j'aimerais savoir comment tu prends ce moment et les conseils que tu pourrais donner justement en tant que musulman qui a déjà vécu, tu le disais tout à l'heure, d'autres moments qui semblent être la catastrophe finale.
Après, je sais pas si je pourrais donner des conseils, mais en tout cas, moi, la réflexion que ça me donne, c'est que à chaque fois qu'il y a des moments politiques importants, tout le monde se réveille en cherchant une solution. Mais la politique, en fait, c'est l'investissement qu'on a au quotidien dans la vie de la cité. Et ce qui est sûr, c'est que beaucoup de musulmans, de par peut-être le contexte social, politique, etc., sont en retrait de la vie. Et comme ils sont en retrait de la vie, bah, quand ils ont des revendications politiques, c'est uniquement d'avoir une extension de la mosquée pour pouvoir avoir une salle supplémentaire. Mais en fait, où est-ce qu'ils sont quand il faut aller dans les sorties scolaires, quand il faut participer aux discussions avec les professeurs, quand il faut aller à la mairie pour telle chose ou bien pour telle lutte, etc. Ce qui fait que je pense là, c'est un moment de se remettre en question, de dire c'est pas le fait de voter là qui va avoir un impact ou pas, c'est pas cette considération-là qu'il faut avoir. C'est en fait au quotidien comment je m'investis dans la vie de la cité pour peser, c'est-à-dire en tant que citoyen musulman, ben moi aussi j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à faire, mais avant d'avoir des droits, on a des devoirs. Et pour avoir des droits, ben, il faut être à la hauteur de nos devoirs. Donc nous, en tant que musulmans, on doit toujours être des hommes d'action, on doit être des témoins et des acteurs. Et bien, c'est peut-être le moment de se poser la question en tant que musulman, quelle est ma participation dans la société, comment est-ce que je peux être actif dans la société, à tous les niveaux, en fait, à tous les points de vue et à chacun par rapport à sa réalité, comment est-ce qu'il peut agir pour montrer qu'il participe aussi à la vie de la cité. À partir du moment où on participe à la vie de la cité, bah, tous les partis politiques auront envie de nous prendre en considération. Mais dès lors qu'on n'a pas de participation, si ce n'est qu'on nous mobilise de temps en temps pour dire vas-y venez voter de tel côté ou de tel autre côté, mais en fait on sert juste de tremplin pour une personne qui après aura une politique dans laquelle on ne compte pas. Et on ne compte pas parce que les portes étaient fermées, mais on n'a pas cherché nous aussi à si on peut dire ça, à les ouvrir et à participer. Donc peut-être moi mon conseil c'est de voilà, prendre en considération qu'on doit être des acteurs dans la société et ne pas justement juste rester en retrait en imaginant que les autres ne nous aiment pas ou qu'on est incapable de faire quoi que ce soit. En fait, à tous les niveaux, chacun a quelque chose à faire. Alors justement, moi, ce qui a structuré ma vie dans la cité quand j'étais une gamine pauvre, c'était la bibliothèque municipale. J'étais dans une banlieue rouge où il y avait encore un vague reste d'une utopie qui est très ancienne. Et ce vague reste, c'était une bibliothèque qui, moi j'étais très étonnée quand je suis venue ensuite à Paris et dans des villes de droite, je me suis rendu compte que ma bibliothèque était mieux que celle qui pouvait exister dans des villes non communistes. Aujourd'hui, malgré tout, le lien entre la classe et la religion musulmane est quand même si toute une génération a pu émerger, a pu faire partie des classes moyennes supérieures, ce qui explique aussi plein de choses qui existent et qui n'existaient pas. Malgré tout, nous sommes pour la plupart assez pauvres. Et l'accès aux livres, c'est évidemment la dernière chose, alors d'abord qui nous vient à l'esprit, et puis qui nous est possible. Du coup, en plus, il y a ce truc de facilité qui est Internet, et qui est les podcasts, les vidéos, sauf qu'évidemment, ce n'est pas la même chose. Et donc, est-ce que toi, tu conçois, peut-être à partir de l'exemple d'autres pays, de ce qui se passe dans d'autres pays occidentaux, est-ce que des gens dans la communauté conçoivent un modèle qui pourrait aussi être celui de bibliothèque ouverte à tous et qui permettent justement une plus grande diffusion du savoir? Alors justement, ce que j'ai remarqué, c'est que depuis un certain nombre d'années, il y a beaucoup de mosquées qui ouvrent des bibliothèques. On peut donner l'exemple de la mosquée de Créteil, de la mosquée de Gennevilliers. Donc il y a des grandes mosquées qui ont pris cette problématique et qui mettent maintenant à disposition des fidèles et même des personnes qui sont extérieures à la mosquée qui voudraient venir, la possibilité soit de venir lire sur place, donc avec des bibliothèques qui sont, on va dire, proches de la mosquée, mais pas directement dans la mosquée. Donc comme ça, même les personnes qui n'ont pas l'habitude de fréquenter la mosquée ne sont pas forcément gênées de pouvoir lire. D'ailleurs, à Créteil, il y a pas mal d'étudiants qui viennent là-bas et qui font pas forcément partie donc, des fidèles de la mosquée, avec la possibilité d'emprunter des livres. Donc il y a cet accès qui est en train de se mettre en place. Maintenant, des bibliothèques privées en dehors des mosquées, etc., ça n'existe pas encore, mais je pense qu'au vu de la maturité actuelle, c'est quelque chose qui devrait arriver rapidement. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a de plus en plus de salles de lecture. Donc il y a beaucoup de personnes qui aiment lire, qui sont conscientes que les gens en face n'aiment pas forcément lire ou n'ont pas l'habitude de lire, et qui veulent créer cet engouement, et donc qui, que ce soit à travers des mosquées, des associations, ou même des groupes informels, mettent en place des groupes de lecture. Et ça permet donc à des personnes qui n'auraient pas accès aux livres, soit parce que financièrement ils n'ont pas les moyens, ou bien soit parce qu'ils n'ont même pas l'idée en fait, d'aller lire, d'avoir des livres accessibles dans un groupe
qui régulièrement se réunit. Et donc sur une année, s'ils se réunissent une fois par mois, ils peuvent avoir potentiellement lu une dizaine de livres. Donc c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. Ok, peut-être une question finale. On est nombreux à ne pas dormir la nuit en ce moment au regard de la situation politique. Qu'est-ce qu'on peut lire pour se changer les idées et trouver de l'espoir? Disons 3 livres actuellement qu'on pourrait lire la nuit, qui sont éventuellement sortis il n'y a pas trop longtemps et qui peuvent ouvrir l'esprit. Le premier livre, je dirais le Coran. Parce que s'il y a bien un livre pour nous donner l'espoir, c'est le Coran, puisqu'il nous relate les histoires des peuples qui nous ont précédés. Et à travers leurs exemples, eh bien, on a aussi des leçons à tirer pour nous-mêmes. Et je pense notamment à l'histoire des pharaons de Moïse, etc., qui revient régulièrement dans le Coran. Et également, il nous parle de Dieu, il nous parle à nous-mêmes. Donc, je pense qu'il n'y a pas meilleur livre, surtout la nuit, si on veut avoir de l'espoir et réfléchir, à lire que le Coran. Et le Coran, il ne s'adresse pas que aux personnes qui y croient, il s'adresse à tout le monde. C'est un livre qui est une miséricorde pour les êtres humains en général. Donc même une personne qui n'est pas musulmane peut chercher dans le Coran des réponses à ces questions existentielles et à ces réflexions. Ensuite, parmi les autres livres qui peuvent être intéressants, moi je dirais les livres de manière générale de Malik Ben Nabi, sans donner un titre en particulier, mais pour moi Malik Ben Nabi en fait il est un penseur extraordinaire parce qu'il donne aux personnes, il essaie d'expliquer aux personnes qui sont musulmanes comment rendre leur religion efficace et comment sortir justement de l'entre-soi, du retrait de la vie pour aller justement vers l'autre et redynamiser les liens sociaux et permettre à l'islam de reprendre sa dimension civilisationnelle. Et comme c'est quand même quelque chose qui nous manque pour être acteur dans la société, je pense que les livres de Malik Ben Nabi sont indispensables pour débloquer un peu cela. Et après, pareil, je ne dirais pas un livre en général, mais je parlerai d'un auteur en particulier. C'est le professeur Mohamed Hamidullah, qui est donc un savant qui a vécu en France pendant une vingtaine d'années, qui a écrit de nombreux livres, en l'occurrence une biographie du prophète, qu'il a offert en cadeau à la France. C'est-à-dire que comme lui, il était apatride, donc lui, en fait, il venait de Hyderabad, qui a été annexé par l'Inde. Il a refusé de reconnaître l'Inde, et donc il s'est retrouvé apatride. Il a été accueilli par la France. Il a vécu pendant 20 ans en France. Et au bout d'un certain moment, il s'est dit, les Français ne connaissent pas le prophète, alors que le prophète, c'est l'homme que j'aime le plus. Et j'ai travaillé dessus pendant des années. Et comme eux, ils m'ont accueilli quand j'avais pas de terre, moi, je vais leur offrir le fruit de mes années de recherche en écrivant une biographie du prophète que j'adresse en cadeau à la France pour qu'ils puissent découvrir qui est cet homme-là que moi j'aime et qu'après ils puissent se faire un avis sur lui autre que celui qu'on leur présente de manière très simpliste à travers des médias ou certains écrits. Donc je conseillerais peut-être de lire ce livre-là de par sa valeur historique et peut-être que ça fera aussi réfléchir certaines personnes. Merci beaucoup. Merci à toi.